Au début des années 2000, tout homme d'affaires avait presque sûrement un BlackBerry, smartphone de Research in Motion, réputé pour ses emails, Internet, son chiffrement sécurisé et son clavier confortable. Des dizaines de millions utilisaient BlackBerry dans les années 2000, faisant de Research in Motion un acteur majeur du marché des smartphones. Malgré leur omniprésence, les BlackBerry ont presque disparu 5 ans après l'iPhone. Alors comment Apple, une entreprise sans expérience dans les smartphones, a-t-elle pu battre Research in Motion, qui avait pourtant été un pionnier de l'industrie? Eh bien, le premier problème s'est avéré être le succès initial de BlackBerry. En 1998, Research in Motion est entré dans l'industrie des télécommunications en développant un pager appelé le Research in Motion Interactive Pager 950, qui a finalement été surnommé BlackBerry en raison de ses boutons de clavier noirs et ronds ressemblant aux fruits. Les pagers étaient populaires dans les années 1990 car les téléphones portables étaient chers, encombrants et mal couverts. À la place, pour contacter quelqu'un, il fallait utiliser un téléphone pour appeler son pager et entrer un numéro de rappel qui s'affichait à l'écran. Certains pagers plus chers pouvaient afficher des lettres, mais ne recevaient que des messages sans en envoyer. L'arrivée du Research in Motion Interactive Pager 950 a révolutionné l'industrie et introduit des concepts encore présents dans nos appareils mobiles. Comme le clavier QWERTY, conçu pour être utilisé avec les 2 pouces plutôt qu'avec les doigts. Il était aussi incurvé pour rendre la frappe plus confortable et limiter les erreurs. Le clavier limitait aussi le nombre de boutons. Sur un clavier d'ordinateur classique, la partie principale des lettres et chiffres avait 58 touches. Le Research in Motion Interactive Pager 950 a réduit ce nombre à 30 en ajoutant un bouton orange pour les caractères spéciaux, permettant à 2 caractères de partager une touche. Ce concept de clavier n'a pas seulement été copié par d'autres fabricants d'appareils mobiles, mais il existe encore aujourd'hui sur les appareils iPhone et Android avec leurs claviers compacts et leurs touches de caractères spéciaux. Mais ce qui enthousiasmait vraiment les clients, c'était l'utilisation du clavier. Au lieu de seulement recevoir des messages, ils pouvaient y répondre, faisant du téléavertisseur un outil de communication pour s'envoyer des messages avant même que ce concept n'existe. Quelque chose qui allait ensuite exploser sur les téléphones portables et devenir la forme de communication la plus utilisée aujourd'hui. Le Research in Motion Interactive Pager 950 avait aussi une fonctionnalité révolutionnaire, l'email. Pour la première fois, les gens pouvaient lire et répondre à leurs emails en déplacement depuis un appareil compact qui tenait dans leur poche. Cela peut sembler banal aujourd'hui, mais c'était une révolution pour la communication dans les années 90. Les gens n'étaient plus restreints aux téléphones publics ou aux ordinateurs chez eux pour communiquer et acceptaient de payer pour cela. À $249, environ 480 aujourd'hui, le Research in Motion Interactive Pager 950 coûtait plus de 10 fois un pager à $20, mais les clients acceptaient de payer cher pour les fonctionnalités offertes. Au fil des ans, Research in Motion a lancé des versions améliorées de son pager, dont le Research in Motion 957 Wireless Handheld en 2000, doté d'un écran plus grand et du nom BlackBerry pour la première fois. Puis le BlackBerry 5810 en 2002 premier à offrir la connectivité cellulaire pour appels et services de messages courts. En 2003, le BlackBerry est devenu un véritable smartphone avec écran couleur, navigateur web, haut-parleur et microphone intégré. Research in Motion a dépassé le $1 milliard de revenus avec cet appareil et allait devenir un acteur clé sur le marché émergent des smartphones. En 2006, BlackBerry générait plus de $2 milliards par an grâce à son orientation vers les clients professionnels. Beaucoup d'employeurs incitaient leurs employés à acheter des BlackBerry, vite devenus symbole de statut pour les personnes importantes et occupées. La concurrence de Motorola et Palm est arrivée, mais Room a gardé sa position dominante grâce à une expérience centrée sur la productivité. Leurs claviers étaient considérés comme les meilleurs du secteur, avec juste ce qu'il faut d'adhérence et des clics de touche satisfaisants. Cela rendait la saisie rapide et sans effort, une caractéristique importante pour les utilisateurs envoyant des centaines d'emails par jour. Leurs appareils offraient également une autonomie de batterie inégalée dans l'industrie, de nombreux utilisateurs n'ayant à recharger leur BlackBerry qu'1 ou 2 fois par semaine.
Son chiffrement sécurisé a permis l'utilisation des BlackBerry par des personnalités comme Anna Wintour et Barack Obama. Research in Motion avait élaboré une stratégie gagnante pour les smartphones, mais ce succès s'est finalement révélé être un bandeau doré pour l'entreprise, car lorsque le marché a été transformé par l'iPhone, Research in Motion n'a même pas su reconnaître ce qui allait se passer. Lorsque Steve Jobs a présenté l'iPhone en janvier 2007, cela a été un choc pour les co-présidents directeurs généraux de BlackBerry, Jim Balsley et Mike Lazaridis. En voyant la diffusion en direct et les capacités de l'iPhone, Lazaridis s'est demandé « Comment ont-ils fait ?» La première surprise était que l'iPhone ressemblait à un Mac, avec des fonctions de communication, alors que le BlackBerry était surtout un appareil de communication offrant quelques fonctions comme calendrier, email, carnet d'adresses et calculatrice. Lazaridis a admis que l'iPhone était une prouesse technique, mais les deux présidents directeurs généraux ne comprenaient pas comment Apple pouvait proposer un navigateur web complet alors que les opérateurs l'interdisaient à BlackBerry. Et cela parce qu'à l'époque, les opérateurs avaient plus de contrôle sur les capacités d'un téléphone que le fabricant lui-même. Avant de fabriquer leur premier téléavertisseur, Research in Motion a dû s'associer à un opérateur sans fil et obtenir l'approbation pour la conception et les fonctionnalités du produit. Ils ont signé un accord avec Bell South en 1998 et étaient sous leur contrôle depuis. Mais Apple a agi différemment, cherchant à éviter totalement les opérateurs traditionnels. Steve Jobs envisageait qu'Apple crée un réseau de tours Wi-Fi aux États-Unis, permettant l'accès à Internet et les appels via le spectre Wi-Fi non licencié au lieu des signaux cellulaires satellites. De cette façon, Apple n'aurait pas à négocier avec les opérateurs et les clients n'auraient pas à payer de factures téléphoniques. Steve Jobs a finalement abandonné cette idée pour des raisons de praticité, de coût et de soutien international. Donc, la meilleure option suivante était de retirer autant de pouvoir que possible aux opérateurs et de le transférer aux fabricants. Ainsi, Apple contrôlait entièrement la conception, le logiciel et les fonctionnalités de l'iPhone. Le problème, c'est que peu d'opérateurs voulaient céder leur contrôle. Assurer des fonctions data-intensives comme la navigation web et le streaming obligerait les opérateurs à moderniser leurs antennes et réallouer leur spectre, une dépense qu'ils préféraient éviter. Mais Apple avait quelque chose qu'aucun autre fabricant de téléphone n'avait. Des produits extrêmement populaires comme l'iPod qui généraient plus de revenus que n'importe qui d'autre. Même les 2 milliards de dollars de BlackBerry en 2006 n'étaient qu'une fraction des plus de 20 milliards qu'Apple avait gagnés. Les opérateurs voulaient désespérément accéder aux clients d'Apple, même si cela signifiait perdre un peu de contrôle dans le processus. C'était un pouvoir de négociation que Motorola, Hewlett-Packard et BlackBerry n'avaient tout simplement pas. Cela a permis à l'iPhone d'avoir des fonctionnalités exclusives comme la navigation web complète. Malgré leur admiration pour l'iPhone, les co-présidents directeurs généraux de Research in Motion ne le voyaient pas comme une menace pour BlackBerry. En fait, après avoir vu le smartphone à écran tactile, Balsley a dit à Lazaridis « C'est bon, tout ira bien ». Car selon eux, les produits visaient des marchés distincts. BlackBerry ciblait les professionnels, tandis que l'iPhone visait les utilisateurs quotidiens. Le directeur des opérations de Research in Motion, Larry Conley, a déclaré que l'iPhone n'était pas sécurisé, qu'il avait une décharge rapide de la batterie et un clavier médiocre. Et pour être honnête, il avait raison. L'iPhone, sans chiffrement à son lancement, intéressait peu les entreprises et les personnes de haut profil. Il avait également une autonomie qui faisait pâle figure face au BlackBerry, atteignant seulement 5 heures d'utilisation d'Internet contre au moins 10 heures. Et l'une des plus grandes critiques concernant l'iPhone original était son clavier logiciel. Engadget disait que, parmi les nombreux claviers tactiles sortis au fil des années, aucun ne s'était révélé être un substitut viable à un véritable clavier physique. Un obstacle rencontré est que, même en multitouch, le clavier ne détecte pas la seconde pression avant de relâcher la première. Il demande des pressions distinctes sur les touches. Mais le pire avec ce clavier, c'est que certaines des méthodes qu'il utilise pour accélérer votre frappe sacrifient en réalité la vitesse dans certains cas. Par exemple, il n'y a pas de touche point sur le clavier principal. Vous devez accéder même aux symboles les plus couramment utilisés via un clavier de symboles inversés. C'est presque suffisant pour vous rendre fou.
L'iPhone faisait donc des compromis sur la sécurité, l'autonomie, le clavier et la vitesse des données, limités par le réseau Edge des AT et T. Comme l'a dit Steve Jobs, les produits sont des priorités. Les points mis en avant par l'iPhone étaient très attrayants pour les clients. Son écran était incroyablement grand pour l'époque, rendant les photos et les vidéos plus agréables à regarder, les pages web plus faciles à lire et les longues listes plus rapides à parcourir. L'iPhone était le smartphone le plus facile à utiliser grâce à sa sensibilité tactile et son interface intuitive. C'était un gros problème avec les appareils mobiles à l'époque. En fait, une des principales raisons pour lesquelles les hommes d'affaires étaient les utilisateurs les plus courants du BlackBerry, c'est que les clients ordinaires ne voulaient pas se donner la peine d'apprendre à utiliser l'appareil si ce n'était pas nécessaire. La plus grande erreur des présidents directeurs généraux de BlackBerry fut sans doute de ne pas remettre en question leurs préjugés sur le marché des smartphones. Ils ont supposé que leurs utilisateurs ne passeraient pas à un clavier numérique puisque beaucoup d'entre eux appréciaient la rapidité et les clics satisfaisants d'un clavier BlackBerry. Ils pensaient aussi qu'il y aurait toujours deux gammes pour les marchés professionnels et grand public, l'iPhone n'attirant que les utilisateurs occasionnels. Et pour l'avenir immédiat, ils avaient raison. À terme, l'iPhone pouvait attirer les utilisateurs professionnels. Le chiffrement de sécurité n'était pas une technologie exclusive à Research in Motion. Elle était accessible à tout fabricant voulant l'intégrer à ses produits, dont l'iPhone. L'autonomie de la batterie était aussi un problème à court terme. Apple pourrait rendre l'appareil plus économe et y intégrer de plus grosses batteries. Plusieurs employés chez Research in Motion soupçonnaient que Bosley et Lazaridis reconnaissaient ces inévitabilités. Mais au lieu de concurrencer l'iPhone de front, ils se sont concentrés sur ce qui faisait le succès du BlackBerry à l'origine, ses fonctionnalités de communication, sa sécurité et son clavier physique. L'iPhone d'Apple avait mis Research in Motion en difficulté. Mais ce qui s'est passé en 2008 allait lancer la bataille pour dominer le marché des smartphones. Car les deux entreprises ont choisi des approches très différentes pour leurs produits. BlackBerry fabriquait des appareils pour séduire les opérateurs qui achetaient un grand nombre d'unités puis les revendaient aux clients. Apple concevait ses produits pour séduire les utilisateurs sans se préoccuper des attentes de AT et T. Les appareils BlackBerry étaient conçus pour minimiser la consommation de données, allégeant ainsi les réseaux cellulaires et permettant d'ajouter plus d'appareils sans congestion. Même si Apple se souciait de la fiabilité et de la rapidité du réseau, tout ralentissement était pour eux un problème temporaire appelé à disparaître. La demande croissante pousserait les opérateurs à investir dans leur réseau, les rendant plus rapides et robustes. Mais en attendant, l'iPhone d'origine a connu son lot de problèmes de réseau. Les appels coupés et les débits de données lents étaient courants, surtout dans les grandes zones métropolitaines. Principalement en raison du nombre d'iPhones ajoutés au réseau de AT et T en si peu de temps, et parce qu'ils consommaient plus de données que les autres smartphones. Steve Jobs a d'ailleurs été interrogé à ce sujet lors d'une conférence All Things Digital en 2008. Ma femme et moi adorons nos iPhones. Nous ne sommes pas inquiets pour la vitesse ou la fiabilité du réseau AT et T. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à passer d'appel avec. Nous vivons à Houston, pas à San Francisco ni à New York. Et le réseau est devenu si mauvais cette année qu'on ne peut plus rester au téléphone plus d'une minute sans perdre l'appel. Quand on reste 5 minutes au téléphone, l'appel coupe 3 fois. Quelqu'un chez Apple s'en occupe-t-il? Eh bien, quelqu'un d'Apple en parle. Je veux dire, nous n'avons pas de gens qui, vous savez, montent sur des poteaux et ajustent les antennes parce que nous n'y connaissons rien. Mais oui, vous pouvez parier que nous faisons tout ce que nous savons faire. Puis-je m'attendre à un soulagement bientôt? Je vais vous dire ce qu'on m'a dit. En général, quand on répare quelque chose, cela empire avant de s'améliorer. C'est ce qu'on m'a dit. Et si tu crois ça, les choses devraient bientôt beaucoup s'améliorer. BlackBerry, lui, n'a jamais rencontré ces problèmes car ses produits n'ont pas été conçus pour surcharger les réseaux. Mais la stratégie et la structure de chaque entreprise différaient aussi. Apple se considérait avant tout comme une entreprise de logiciels, tandis que Research in Motion était une entreprise de matériel avec des logiciels conçus comme un complément à leurs produits. Donc,
Naturellement, chaque entreprise voulait s'appuyer sur ce qu'elle considérait comme sa force. BlackBerry misait sur le matériel, notamment le clavier physique, pour rester essentiel au smartphone orienté productivité, tandis qu'Apple misait sur des logiciels puissants et intuitifs, faisant du logiciel l'atout principal du smartphone. En juillet 2008, Apple a lancé l'App Store, une plateforme inédite permettant aux utilisateurs de télécharger directement des applications sur leur iPhone, le rendant presque polyvalent. Mais BlackBerry se concentrait sur le fait d'offrir plus d'options matérielles à ses clients. En 2008, ils ont gardé les claviers physiques sur le BlackBerry Bold 9000, mais ont aussi lancé le BlackBerry Storm à écran tactile pour concurrencer l'iPhone, avec un écran offrant un clic physique, rappelant un trackpad ou un bouton de souris. Ils ont nommé cette technologie SurePress, rassurant ainsi les dirigeants de Research in Motion en maintenant la sensation de clic qui avait popularisé leur premier produit. Mais la vraie question était, est-ce que cet écran tactile cliquable améliorait réellement l'expérience utilisateur? Voici ce que Joshua Topolsky d'Engadget en disait. Le but de cette technologie, apparemment, est d'apporter deux aspects aux écrans tactiles qui manquent actuellement à la plupart des appareils. La possibilité de survoler sans sélectionner ni déplacer d'éléments et la sensation physique du clic lors de la saisie ou de la navigation. L'écran Storm offre certainement ces deux fonctionnalités, mais la question est de savoir si elles améliorent réellement l'expérience, et selon nous, ce n'est pas le cas. La raison tient à la principale faiblesse de Research in Motion, le logiciel. Ce que Topolsky souligne en disant « Le système d'exploitation utilisé sur ce téléphone est presque identique à celui des précédents BlackBerry ». AUX. L'entreprise a intégré des fonctions tactiles et multitouch pour remplacer la boule de commande. Cela signifie que, contrairement à l'iPhone, l'interface utilisateur du Storm n'est pas spécialement conçue pour la navigation tactile. Des actions naturelles sur un iPhone, comme faire défiler des listes, chercher un contact ou naviguer sur une page web, paraissent maladroites et inconfortables sur le Storm. Il semblait donc que même si BlackBerry avait le meilleur matériel, leur logiciel n'était pas optimisé pour en tirer parti. Et c'était un énorme problème. En 2008, Apple avait déjà 2 ans d'avance avec iOS. Donc BlackBerry devait rattraper son retard, mais Balsillie et Lazaridis ne le voyaient pas ainsi. En 2008, Research in Motion allait mieux que jamais. Ils ont généré plus de 6 milliards de dollars, doublant leur chiffre d'affaires depuis 2007, preuve que leur stratégie matérielle fonctionnait. En 2009, Research in Motion a connu son premier revers majeur qui a ralenti l'élan de l'entreprise. Le BlackBerry Storm a commencé assez fort, en vendant un demi-million d'unités la première année et en atteignant 1 million de ventes en janvier 2009. Mais son principal argument de vente, l'écran tactile cliquable, s'est avéré être son talon d'Achille. L'interrupteur mécanique qui produisait la sensation de clic s'est révélé défectueux et Research in Motion a dû remplacer chaque Storm qu'ils avaient vendu. Verizon, opérateur exclusif du Storm, a perdu des centaines de millions de dollars. Ils ont donc obligé Research in Motion à verser 500 millions pour couvrir leurs pertes. Cela a fait du Storm de première génération un échec financier, mais Research in Motion n'abandonnait pas le produit. Ils ont travaillé sur un modèle de deuxième génération lancé fin 2009 doté d'un mécanisme SurePress repensé, plus fiable et offrant une saisie plus rapide. Cependant, le principal problème des appareils BlackBerry était moins le matériel que le logiciel. Fin 2009, l'iPhone et Android rivalisaient dans un domaine bien différent de celui de BlackBerry. Ils se concentraient sur une expérience smartphone basée sur les applications qui privilégiaient de grands écrans haute résolution et une expérience utilisateur simple. Chaque plateforme avait une boutique proposant des centaines de milliers d'applications gratuites ou bon marché. Alors que les appareils BlackBerry utilisaient encore un système d'exploitation basé sur une technologie datant de 1999, les présidents directeurs généraux Balsillie et Lazaridis ne considéraient pas cela comme un problème, estimant que les clients professionnels privilégiaient un système orienté sécurité, email, calendrier, fax, messagerie et appel, contrairement à l'iPhone et Android axés sur applications, caméras, réseaux sociaux et contenu. C'était alors courant car auparavant, la plupart des professionnels avaient 2 téléphones, un pour le travail, un pour le personnel.
Mais Research in Motion ne s'est jamais posé cette question cruciale. Que se passe-t-il lorsque l'iPhone ou Android peut tout faire? Parce qu'Apple a rapidement commencé à ajouter des fonctionnalités pour défier la domination de BlackBerry sur les marchés professionnels et d'entreprise. Comme les e-messages chiffrés, la prise en charge de Microsoft Exchange Push Email, la synchronisation des contacts et calendriers, l'effacement à distance et l'accès chiffré au réseau d'entreprise. Et la part de marché croissante d'Apple dans les smartphones prouvait qu'Apple donnait du fil à retordre à BlackBerry. En seulement 2 ans, Apple avait conquis 18% du marché mondial, soit seulement 3 points derrière BlackBerry. Cela montrait une forte demande des utilisateurs occasionnels et des professionnels souhaitant travailler et se divertir sur un seul appareil. Il est vite apparu qu'il n'y avait plus 2 marchés séparés pour les smartphones. Professionnels et occasionnels voulaient un appareil à la fois productif et ludique. Le système d'exploitation BlackBerry ne gérait pas de boutique d'applications et n'était pas adapté au tactile, bien que Research in Motion l'ait imposé sur leur boutique BlackBerry à écran tactile. De nombreux actionnaires ont commencé à demander à Research in Motion de changer de stratégie pour les smartphones et de créer un nouveau système d'exploitation à partir de zéro, afin de rivaliser avec les applications modernes et les fonctionnalités dont les utilisateurs profitaient sur iOS et Android. Mais les présidents directeurs généraux de Research in Motion, Balsillie et Lazaridis, ont refusé de modifier leur stratégie. En 2011, la part de marché de BlackBerry était tombée à 10,4%, une baisse en 2 ans. Mais malgré cela, leurs revenus ont atteint un niveau record, à près de 20 milliards de dollars. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction, car cela a donné à l'équipe dirigeante un faux sentiment de sécurité. Balsillie et Lizardus avaient l'impression que leur stratégie de rester fidèle à un smartphone traditionnel orienté business fonctionnait, ce qui n'a fait que retarder le développement d'un système d'exploitation plus moderne. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que l'ensemble du marché des smartphones ne change sous les pieds de Research in Motion et ne les prenne complètement au dépourvu. En 2012, Bosley et Lazaridis ont découvert à quel point il était difficile de rester au sommet. La part de marché de Research in Motion a continué de diminuer, passant de 10% à 6%. Avec Samsung qui émergeait comme le nouveau leader des smartphones avec près de 40% et Apple arrivant en 2e position avec 25%. Plus grave, les revenus de Research in Motion avaient diminué pour la première fois, suscitant la panique des actionnaires qui demandaient le remplacement de Bosley et Lazaridis par une direction plus compétente. Ainsi, en 2012, ils ont accepté de démissionner, tandis que le directeur des opérations de Research in Motion, Thorsten Heinz, a pris la relève en tant que président-directeur général. Il a donné une nouvelle orientation à l'entreprise en lançant le développement du système d'exploitation modernisé BlackBerry DIX. Il serait lancé 1 an plus tard, en janvier 2013, et proposerait une interface optimisée pour la navigation tactile ainsi qu'une prise en charge des applications Android dans une mise à jour ultérieure. Le système d'exploitation a enfin offert des fonctions modernes à BlackBerry. Un seul problème, aucun de leurs appareils ne pouvait être mis à jour. Les utilisateurs devaient acheter un nouveau téléphone pour avoir accès à BlackBerry 10 et le marché des smartphones devenait très compétitif. Apple vendait l'iPhone 5 qui fonctionnait sous iOS 6 et l'Android de Google en était à la version 4 avec d'innombrables appareils sur le marché. Pendant 6 ans, la plupart des gens voulant un smartphone moderne choisissaient entre iPhone et Android. En fait, la plupart des clients ne considéraient plus BlackBerry comme une marque pertinente, surtout compte tenu de leur historique. La renommée de Research in Motion venait d'avoir mis un clavier physique sur un appareil mobile, mais cette technologie était dépassée en 2013. Ils ont tenté d'ajouter un bouton physique à un appareil tactile, utilisant un système d'exploitation de 1999 pensé pour des appareils à trackball. La vision de Research in Motion pour le BlackBerry était devenue tellement confuse et contradictoire que les gens ne savaient plus à qui s'adressaient leurs appareils, et sortir un système d'exploitation mis à jour avec 6 ans de retard n'a pas suffi à réparer les dégâts. À la fin de 2013, BlackBerry avait perdu presque toute sa part de marché mondial, tombant à seulement 1,9% et ses revenus étaient en chute libre, passant de 18 milliards de dollars à 11 milliards de dollars en une seule année. En 2017, la situation était passée de mal en pis. Research in Motion a généré un peu plus d'1 milliard de dollars, soit une chute de 90% en 6 ans.
L'entreprise a ensuite annoncé la fin totale du système d'exploitation BlackBerry DX en 2019. BlackBerry avait été battu, mais la défaite était principalement auto-infligée. Apple a redéfini les smartphones avec l'iPhone, mais la direction de BlackBerry ne se sentait pas à l'aise d'abandonner leur stratégie produit éprouvée avant qu'il ne soit trop tard, ce qui leur a finalement coûté toute leur entreprise. C'était Apple Explained, merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.